Bon, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Vincent Julien, je suis pharmacologue à l'HEGP. Donc nous nous voyons ce matin pour une heure de cours sur la pharmacologie des antalgiques. Alors, nous allons commencer par quelques rappels sur la pharmacologie de la douleur. Alors grosso modo, il y a deux types de douleurs. La douleur nociceptive, qui est la conséquence d'une lésion tissulaire et pour laquelle l'examen neurologique est normal. Et puis la douleur neuropathique, qui elle découle d'une lésion du système nerveux central ou périphérique, qui a sa propre sémiologie. Et donc le diagnostic se fait grâce à un questionnaire qui s'appelle DN4, que voici, il ne faut pas le retenir, qui comporte 4 questions, avec dans chaque question des sous-items. Et si le patient répond oui au moins 4 fois au cours de ce questionnaire, la douleur est diagnostiquée comme étant neuropathique. Sur un plan clinique, il faut évaluer l'intensité de la douleur, donc ça se fait par des différentes échelles. On a par exemple l'échelle visuelle analogique, où du côté du patient, il y a un curseur que le patient va déplacer de la gauche vers la droite selon son intensité croissante de douleur, celle qu'il ressent. Et puis du côté inverse, vers le soignant, il y a une graduation qui va permettre de traduire l'évaluation subjective du patient en chiffres. Il y a d'autres types d'échelles d'évaluation. Il y a une échelle numérique, où là, le patient donne lui-même un chiffre entre 0 et 10 pour décrire l'intensité de douleur qu'il ressent. Il y a une échelle verbale simple, pour laquelle le patient caractérise par des mots, par des qualificatifs, la douleur qu'il ressent. Et puis je ne l'ai pas mis ici, mais il y a aussi en pédiatrie des outils spécifiques avec, par exemple, des petits visages, des petits smileys qui vont de la grimace jusqu'au grand sourire. Et l'enfant doit sélectionner le smiley qui correspond à son niveau de douleur. Alors le traitement des douleurs, pour la nociceptive, ça va être les antalgiques. Donc il y aura pour les douleurs plus fortes, il y aura les opiacés, forts et faibles pour les douleurs un petit peu plus faibles. Et puis il y aura les non-opiacés pour des douleurs plus légères. Et puis pour la douleur neuropathique, il y a des molécules qui, pour la plupart, ne sont pas antalgiques en première intention, comme la prégabaline, la gabapentine ou le clonazepam, qui sont des antiépileptiques, la mitriptyline, qui est un antidépresseur tricyclique, et la capsaïcine, qui est en fait une molécule qu'on retrouve dans les piments, qui est responsable de l'aspect pimenté, et qui est utilisée, on verra pourquoi, pour les douleurs neuropathiques. Et en fait, dans ces douleurs-là, la seule molécule qui est antalgique en première intention, c'est le tramadol. Alors la perception de la douleur, ce qu'on appelle la nociception, elle se fait grâce à des nocicepteurs, qui sont des récepteurs sensoriels à l'extrémité de fibres nerveuses sensitives qui innervent la peau et les organes internes. Ces fibres nerveuses sont soit des fibres de type C, donc non myélinisées, qui transmettent l'influx nerveux de façon lente et qui sont responsables, qui vont véhiculer l'information douloureuse un peu diffuse de type brûlure. Et puis on peut avoir aussi des fibres A delta qui sont légèrement myélinisées, qui vont transmettre un flux nerveux un peu plus rapidement et qui vont transmettre des informations douloureuses un peu plus vives, un peu plus localisées, de type par exemple piqûre. Alors ces fibres nerveuses ont leur corps cellulaire localisé dans les ganglions rachidiens au niveau de la racine dorsale des nerfs rachidiens. Ensuite, le relais se fait vers la corne dorsale de la moelle épinière par des interneurones. Et au niveau de cette corne dorsale, il y a également prise en compte d'un rétrocontrôle négatif qui vient du cerveau et qui va donc lui inhiber la perception de la douleur. Et puis toute cette somme d'informations est intégrée par un neurone qui va à son tour véhiculer l'information depuis la moelle vers le système nerveux central. Donc en général, il y a différents types de faisceaux. Il y a le faisceau spinothalamique qui va du thalamus vers le cortex. Et puis aussi le spino-réticulothalamique qui va du thalamus, puis le système limbique, puis le cortex, et qui lui permet une intégration émotionnelle de la douleur. Alors voici un schéma un peu partiel du système. Alors partiel, pourquoi ? Parce que le cerveau n'est pas représenté. Vous avez ici ces fameuses fibres nerveuses sensorielles, avec là les récepteurs terminaux que l'on voit ici, avec comme récepteur, on le verra après, le canal TRPV1, qui est souvent couplé, qui peut être couplé à des récepteurs opioïdes, ce qui pourrait expliquer un effet périphérique des opiacés.
Donc l'influx nerveux, si le TRPV1 est stimulé, l'influx nerveux va vers le ganglion rachidien, puis vers la terminaison synaptique de la fibre, où là, elle libère des neurotransmetteurs qui stimulent l'information douloureuse. Donc là, le glutamate et la substance P, on le verra plus en détail après. Donc là, en fait, elles vont exciter cet interneurone qui va à son tour transmettre l'influx nerveux. Donc là, à ce niveau-là, on est au niveau de la moelle épinière, au niveau d'un neurone intégrateur. Et à ce niveau-là, ce neurone intégrateur reçoit aussi donc, le rétrocontrôle négatif qui vient de la substance périaquéducale, avec d'abord une neurone qui va stimuler ensuite une interneurone qui, elle, va inhiber la transmission du signal douloureux par ce neurone intégrateur. Et ce neurone-là fait la somme de toutes ces stimulations et va la retransmettre vers le thalamus et le cortex. Alors ces fibres-là que vous voyez ici, les A-bêta, sont des fibres rapides qui, elles, véhiculent tout ce qui est sensation tactile. Donc ce ne sont pas les sensations douloureuses, mais ces sensations-là inhibent aussi, on peut le voir sur le schéma, la transmission de l'information douloureuse. Alors nous allons voir maintenant les principaux récepteurs et médiateurs impliqués dans la transmission de la nociception. Donc en fait, c'est ceux qu'on a vus dans le schéma. Donc on a d'abord le canal TRPV1 qui est activé par la chaleur, la phosphorylation, le pH et les prostaglandines. Sur le schéma que je remets ici, il y avait une molécule non, c'est sur le schéma d'après, pardonnez-moi, qui est la capsaïcine, mais on en reparlera après. Ensuite, il y a le glutamate, qui est donc un neurotransmetteur excitateur du SNC, et qui agit via ses récepteurs en NMDA et en PA, et puis la substance P, qui agit via son récepteur NK1. On voit le schéma du canal TRPV1, donc qui est localisé à l'extrémité périphérique des fibres C et A delta. C'est un canal ionique, et lorsqu'il est stimulé, donc soit par le pH, soit par un pH acide, soit par la chaleur, soit par la phosphorylation, eh bien, il laisse rentrer des cations, et donc on a une dépolarisation membranaire et propagation d'un potentiel d'action excitateur qui est responsable de la transmission de la nociception. Donc la molécule ici, vous voyez que la capsaïcine, ce n'est pas une molécule endogène, encore une fois, c'est la molécule qui sera utilisée en thérapeutique dans les douleurs neuropathiques. Et en fait, son mécanisme d'action, c'est qu'elle stimule TRPV1, mais lorsque TRPV1 est stimulé de façon trop prolongée ou trop intense, en fait, il va être réinternalisé ou désensibilisé, et ça va entraîner un arrêt de la transmission du signal douloureux. Alors le glutamate, lui, agit donc via ses récepteurs NMDA et AMPA, qui sont souvent colocalisés. Ce sont des récepteurs canaux perméables à des cations, et donc là aussi, lorsqu'ils sont stimulés par leur ligand, glutamate, eh bien, ces canaux s'ouvrent, laissent rentrer des cations dans la cellule, on a une dépolarisation membranaire et donc propagation d'un potentiel d'action excitateur. La substance P, elle, donc, est agit via son récepteur NK1, qui est un récepteur métabotropique, couplé donc à une protéine G, en l'occurrence une protéine GQ. Et en fait, ce récepteur est souvent couplé au récepteur du glutamate. Il va potentialiser l'action du glutamate sur les NMDA. Alors, comment ça se fait? Le mécanisme apparaît en bas. Donc, la fixation de la substance P entraîne la stimulation via une protéine GQ d'une phospholipase bêta, avec augmentation des concentrations d'inositol triphosphate et de diacylglycérol, avec mobilisation du calcium intracellulaire, activation d'une protéine kinase C qui va phosphoryler le récepteur canal NMDA, et donc ce récepteur canal sera plus sensible, se dépolarisera, s'ouvrira plus facilement sous l'action de la fixation du glutamate. Alors revoyons les transmetteurs, les neurotransmetteurs et les récepteurs impliqués cette fois dans l'inhibition de la nociception. Donc il y a la sérotonine qui agit par son récepteur 5-HT3, le GABA qui agit par son récepteur GABA-A, et les opiacés endogènes, les endorphines, encéphaline, dynorphine, qui agissent par le récepteur opioïde. Alors la sérotonine agit donc par son récepteur 5-HT3. Donc c'est un récepteur canal à perméabilité cationique, donc lui aussi il entraîne une entrée, sa stimulation entraîne une entrée de cations dans la cellule avec une dépolarisation et donc un potentiel d'action excitateur. Alors pourquoi est-ce qu'il inhibe la stimulation de la nociception? Parce que dans le schéma que je vous ai montré, en fait, c'est un neurotransmetteur qui sert à la voie descendante et qui va stimuler l'interneurone inhibiteur. Donc la sérotonine agit par stimulation de l'interneurone inhibiteur qui, dans un second temps, va
diminuer la transmission de l'influx nerveux par le neurone intégrateur. Alors le GABA, là, c'est plus simple. Donc ça, c'est un... donc il agit par son récepteur GABA-A, qui est en fait un récepteur canal qui, lui, est perméable aux ions chlorure. Et donc lorsque ce canal s'ouvre, il y a une entrée d'ion chlorure dans la cellule, avec donc une hyperpolarisation et donc une inhibition du potentiel d'action. Donc ça agit là au niveau des interneurones. Ça, c'est le médiateur sécrété par l'interneurone inhibiteur qui va donc inhiber via ce transmetteur la transmission du signal par le neurone intégrateur. Alors les récepteurs opioïdes sont couplés également à des protéines G, donc sont des récepteurs métabotropiques. Ils agissent à la fois au niveau présynaptique et postsynaptique. Alors au niveau présynaptique, en fait, ils vont inhiber une adénylate cyclase, ce qui va entraîner une baisse de la concentration de calcium au niveau de la terminaison nerveuse. Et vous savez que le calcium a un rôle très important dans l'exocytose des neuromédiateurs. Et donc en faisant ça, les opiacés vont empêcher la libération des neuromédiateurs excitateurs, comme la substance P et le glutamate. Et puis au niveau postsynaptique, les opioïdes vont agir en augmentant la sortie de potassium depuis la cellule, ce qui va entraîner une hyperpolarisation membranaire et donc une diminution du potentiel d'action. Alors ces récepteurs opioïdes, comme on a vu dans le schéma, peuvent être couplés à TRPV1, ce qui pourrait expliquer une action périphérique des opiacés, mais clairement l'action principale des opiacés se fait au niveau central. Et puis ces récepteurs opioïdes sont présents sous plusieurs sous-types. On a les sous-types essentiellement mu, delta et kappa. Donc, juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent se différencier pour des questions de localisation. Kappa ne se retrouve que dans le SNC, alors que mu et delta se trouvent dans le SNC et également au niveau du système nerveux entérique, ce qui va expliquer des effets locaux au niveau digestif. Alors, les médiateurs opioïdes endogènes, donc il y en a plusieurs. Vous avez les encéphalines, les bêta-endorphines, les néoendorphines, les dynorphines et les endomorphines. Donc elles vont se différencier en fait par leur affinité préférentielle pour l'un ou l'autre des sous-types des récepteurs opioïdes. Donc là vous avez un exemple de répartition de l'affinité des différents opioïdes endogènes en fonction de leur affinité sur les sous-types delta, kappa et mu. Donc ça, ce n'est pas à savoir par cœur. Alors voyons maintenant les molécules utilisées en thérapeutique et dans un premier temps dans la douleur nociceptive. Donc là ce sont les antalgiques. Alors les antalgiques se divisent essentiellement en deux catégories. On a les antalgiques opiacés ou morphiniques ou centraux parce qu'ils agissent au niveau central, donc soit la moelle épinière, soit le cerveau. Ils vont se subdiviser eux-mêmes en deux catégories, les opiacés forts pour les douleurs les plus intenses et les opiacés plus faibles pour des douleurs moins intenses. Et puis on a les antalgiques non opiacés qui sont la plupart du temps périphériques, à part une exception, le néfopam, qu'on verra un peu plus tard. Et sinon, dans ceux qui sont vraiment périphériques, on a le paracétamol, et puis les anti-inflammatoires non stéroïdiens, avec l'aspirine et toute une longue liste d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors les opiacés, ils agissent donc par les récepteurs opioïdes mu, delta, kappa. On va différencier des molécules qui sont des agonistes complets, c'est-à-dire qu'ils sont agonistes des trois sous-types de récepteurs. On a des molécules qui sont des agonistes partiels, c'est-à-dire qu'ils ont un effet agoniste mais qui est inférieur à l'effet d'un agoniste complet, donc l'effet maximal d'un agoniste partiel est inférieur à l'effet maximal d'un agoniste complet. On a des agonistes antagonistes, donc qui seront agonistes pour un sous-type et antagonistes pour un autre. Et puis il existe également des molécules qui sont antagonistes pures, donc qui antagonisent les trois sous-types. Alors bien évidemment, ces molécules ne sont pas antalgiques, mais elles sont utilisées pour le traitement de l'overdose, en fait du surdosage en opiacés, pour antagoniser immédiatement les effets des opiacés. Alors voici un petit tableau qui explique la répartition en tant qu'agoniste, agoniste partiel ou antagoniste de certaines molécules par rapport aux sous-types mu et kappa des récepteurs. Donc, vous voyez par exemple la morphine est agoniste sur les deux sous-types, et puis une molécule comme la buprenorphine est agoniste partiel sur un sous-type et antagoniste sur un autre, et l'analoxone est antagoniste sur les deux sous-types. Alors l'effet des opiacés, l'effet principal, ce sera l'analgésie. Donc l'analgésie qui va avoir lieu au niveau médulaire, donc on est vu au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière,
ce qui va justifier notamment des administrations péridurales. Et puis, au niveau du cerveau, au niveau du tronc central, de l'hypothalamus, des voies descendantes antérieures où elles vont inhiber la transmission synaptique, stimuler les voies frénatrices et stimuler le relorgage des endorphines. Donc l'action analgésique, elle va se traduire essentiellement par une augmentation du seuil de perception de la douleur. Et puis aussi, elle va se traduire par une distanciation émotionnelle du patient vers sa douleur. Alors comme autre effet connexe des opiacés, eh bien, on a des effets sur la musculature lisse, avec notamment un relâchement, donc une baisse du tonus et du péristaltisme des fibres musculaires lisses longitudinales, donc par exemple au niveau de l'intestin, ce qui va entraîner une constipation et un effet antidiarrhéique. Au niveau de l'utérus, ça entraîne une relaxation. Au niveau cardiovasculaire, on va avoir une vasodilatation, une bradycardie et des hypotensions orthostatiques. Et puis inversement, les opiacés vont augmenter le tonus des fibres musculaires lisses circulaires. Donc là, ça va se trouver au niveau de tous les sphincters de l'organisme, au niveau du pylore, de la valvule iléocécale, le sphincter anal, le sphincter d'Oddi, le sphincter vésical, avec comme conséquence, par exemple, la rétention urinaire. Également, au niveau du sphincter anal, associé à la baisse du péristaltisme intestinal, tous les phénomènes de constipation. Alors, comme autre effet des opiacés, on a un effet antitussif. On a une hyperprolactinémie, dont le mécanisme est un petit peu compliqué, puisque ça serait la conséquence d'une baisse de l'effet de la dopamine. C'est que la dopamine inhibe la synthèse de prolactine. On a des vomissements, une dépression du système immunitaire et une dépression respiratoire. Alors les antalgiques opiacés, parmi les forts, on a essentiellement la morphine, l'hydromorphone, l'oxycodone, le fentanyl, la pétidine, la pentazocine, la buprenorphine. La buprenorphine, des fois, elle apparaît aussi dans les opiacés faibles, sur les classifications qu'on voit. Alors c'est pas très important puisque maintenant c'est essentiellement prescrit pour le sevrage des patients toxicomanes. Donc en opiacés faibles, les principaux sont le tramadol et la codéine. Pour le sevrage, donc on a méthadone, buprenorphine et naltrexone. Et pour les opiacés antidotes, on a la naloxone et aussi la nalorphine. Alors la nalorphine, si vous revoyez le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, elle n'est pas antagoniste de tous les sous-types, elle est antagoniste partielle d'un sous-type, mais son effet est très faible et son affinité au récepteur est très forte. Donc en fait, quand on l'administre, elle va antagoniser l'effet des autres d'opiacés plus puissants, en exerçant quand même un petit effet opiacé intrinsèquement, ce qui ne sera pas le cas, par exemple, de la naloxone. Alors les opiacés forts, ils sont indiqués pour les douleurs intenses, donc classés selon palier 3 de l'OMS, ou alors des douleurs de palier 2, mais qui ne résistent pas, mais qui ne sont pas sensibles aux opiacés plus faibles. Alors ce qui est important de savoir, c'est que la relation dose-réponse est très variable d'un individu à l'autre. Donc la dose optimale pour un patient peut être très différente de celle qui sera optimale pour un autre. Et donc il faut prescrire ces opiacés après une phase de titration. Donc il faudra commencer par une posologie un peu faible et augmenter progressivement jusqu'à obtenir pour chaque patient la dose qui permettra le meilleur équilibre entre l'efficacité thérapeutique et les effets indésirables. On a vu qu'il y a un effet sur ces molécules entre une constipation quasiment systématiquement, donc il faut de préférence traiter la constipation de façon préventive, et puis l'arrêt du traitement doit toujours être progressif pour éviter les syndromes de sevrage. Alors les opiacés, il y a différentes formes disponibles, donc ça c'est pas à retenir par cœur. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les formes injectables sont utilisées dans les douleurs aiguës, et les formes orales sont plutôt utilisées dans les douleurs chroniques. Alors, mis à part l'analgésie, il y a d'autres indications. Donc, il y en a une qui est très liée à l'analgésie, c'est l'anesthésie, où là, on va plutôt utiliser des dérivés synthétiques de la morphine qui ont un effet beaucoup plus important à celui de la morphine, et qui sont administrés là également soit en IV, soit en périmédulaire pour une anesthésie péridurale. Donc là, ce sont essentiellement les dérivés du fentanyl. Et puis, il y a une autre indication de la morphine dont on ne connaît pas le mécanisme, c'est les œdèmes aigus du poumon secondaires à une insuffisance cardiaque gauche. Ces œdèmes aigus, on voit leur symptomatologie améliorée par la morphine, mais on ne sait pas comment cela agit. Alors voici un tableau d'équianalgésie, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Là ici, vous avez toutes les doses qui, en termes d'analgésie, sont équivalentes à 10 mg de morphine. Alors ça, c'est utile à connaître quand vous voulez substituer un opiacé par un autre. Il faut faire attention à donner une dose de même efficacité analgésique, sinon
vous allez avoir une moindre efficacité, voire même un syndrome de sevrage. Alors pourquoi un syndrome de sevrage? Eh bien parce que vous voyez, certaines molécules, en fait ce que représentent ces différences de dose, ça représente l'affinité pour le récepteur, c'est-à-dire la puissance en fait, de la molécule. Donc par exemple, vous voyez, la buprénorphine, pour être équinalgésique à 10 mg de morphine, n'a besoin que de 0,33 mg dans une dose beaucoup plus faible. Donc si vous arrêtez de la morphine et vous donnez par exemple de la buprénorphine, mais à une dose n'ayant pas la même efficacité que celle de la morphine, eh bien, la buprénorphine ayant une plus grande affinité pour le récepteur va antagoniser, va entrer en compétition avec la morphine et va l'antagoniser, va inhiber immédiatement tous ses effets, et comme elle aura elle-même des effets moins efficaces, vous aurez un syndrome de sevrage immédiat. Donc, pour être précis, encore une fois, ces doses représentent l'affinité pour le récepteur. Ils ne préjugent pas de l'efficacité maximale. Encore une fois, l'efficacité maximale est celle que vous avez lorsque vous augmentez la dose jusqu'à obtenir un plateau au niveau de l'effet. Donc là, par exemple, la buprénorphine, encore une fois, elle est plus puissante, hein, elle a besoin d'une dose plus faible pour être équivalente à la morphine, à 10 mg de morphine. Mais si on augmentait les doses de morphine ou de buprénorphine, l'effet maximal de la morphine est supérieur à celui de la buprénorphine. Alors en termes de pharmacocinétique, alors je ne vous demande pas d'apprendre le catalogue. Ce que je vous demande juste de retenir, c'est que les dérivés le rémifentanil est éliminé par voie rénale, et les autres sont plutôt métabolisés par voie hépatique. Et donc ça veut dire de faire attention aux interactions médicamenteuses avec les médicaments qui sont inducteurs enzymatiques, type rifampicine, phénobarbital, carbamazépine, phénitoïne, etc., etc. Donc parce que s'il y a une association avec un médicament inducteur, eh bien vous allez induire le métabolisme des molécules associées, donc des antalgiques, et vous allez avoir une baisse de l'effet avec un syndrome de sevrage potentiel. Et puis aussi pour les molécules qui sont métabolisées par les cytochromes P450, là aussi il faudra se méfier de co-administration avec des molécules qui inhibent les cytochromes P450, parce que là, pour avoir une augmentation de l'exposition, avec éventuellement l'apparition, une augmentation des effets indésirables. Alors les effets indésirables d'ailleurs, les voici. Donc vous avez la dépression respiratoire qui est dose dépendante. Plus vous augmentez la dose, plus elle sera importante. Elle est liée à une diminution de la sensibilité des centres respiratoires au dioxyde de carbone. Et alors ce qui est important, c'est qu'elle est antagonisée par la douleur, ce qui veut dire qu'un patient qui reçoit des opiacés pour le traitement de sa douleur a beaucoup moins de chances de faire une dépression respiratoire qu'un patient qui utilise des opiacés à but de toxicomanie. Les opiacés ont également un effet antitussif. Ils inhibent l'atout. Ça apparaît dès les faibles doses. C'est lié à une dépression des centres de l'atout. Et ça peut entraîner un encombrement bronchique. Et puis les opiacés vont également stimuler une zone du cerveau qui est donc la trigger zone, et qui va entraîner des nausées et des vomissements. Et ça peut nécessiter la prescription concomitante d'antiémétiques. Comme autre effet indésirable, donc la constipation dont j'ai déjà parlé et je n'y reviens pas. La rétention urinaire, c'est le même principe. Hein, c'est au niveau de l'augmentation du tonus du sphincter vésical, plus une perte de réflexe mictionnel. Les opiacés peuvent induire également une libération d'histamine, qui va entraîner une vasodilatation et potentiellement une potentielle orthostatique, donc ce qui va s'ajouter à l'effet sur la musculature lisse au niveau cardiovasculaire qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis l'histamine peut aussi provoquer des flushs, des urticaires et éventuellement un prurite. Alors, comme autre effet indésirable encore, il y a des effets sédatifs, surtout en début de traitement, des effets psychodysleptiques qui peuvent survenir avec des excitations, des hallucinations, des confusions. La pétidine est une molécule à part parce qu'elle peut entraîner des convulsions. Et puis, on peut retrouver aussi des hypertensions intracrâniennes que l'on va retrouver surtout chez les patients qui souffrent déjà d'hypertension intracrânienne, donc ça peut être majoré par les opiacés. Également des patients qui ont des pathologies intracrâniennes sous-jacentes. Alors de ces effets indésirables, on peut déduire les situations à risque. Alors bien sûr, l'hypersensibilité à la morphine, donc ça c'est quelque chose qu'on peut dire pour tous les médicaments. L'insuffisance hépatique, qui va entraîner des surexpositions aux médicaments éliminés par voie hépatique, donc en tout cas si on n'adapte pas la posologie. L'insuffisance rénale, pareil pour les médicaments éliminés par voie rénale, et notamment pour un métabolite de la morphine, parce que la morphine produit notamment un métabolite glucuronide qui est le M6-glucuronide, qui est 10 fois plus efficace que la morphine, et ce métabolite est éliminé par voie rénale. Donc chez un patient insuffisant rénal, il faudra adapter les doses pour ne pas être en surdosage de M6-glucuronide.
Donc les patients qui ont des pathologies respiratoires préexistantes avec déjà une insuffisance respiratoire, eh bien, pourront avoir une majoration de l'insuffisance respiratoire sous opiacés. Les patients souffrant déjà d'hypertension intracrânienne sont ça, je viens de le dire. La pétidine sera proscrite chez les patients épileptiques, et surtout si l'épilepsie n'est pas contrôlée. Et puis il faut faire attention au syndrome abdominal aigu, puisque si on donne des opiacés à ces patients-là, eh bien, la perte de la douleur va entraîner un problème pour diagnostiquer son origine. Alors, autre phénomène qu'on peut observer, en plus des effets indésirables, c'est le phénomène de tolérance, donc, qui consiste à une diminution de l'efficacité du traitement au cours d'un traitement chronique. Alors, il y a 3 causes qui expliquent cette tolérance. Donc, les deux premières sont assez liées d'ailleurs. La première, c'est la suractivation d'une des cibles des opiacés. Je vous ai dit tout à l'heure que les opiacés agissant en inhibant une adénylate cyclase qui entraîne une baisse de calcium au niveau de la terminaison nerveuse qui a entraîné une inhibition de l'exocytose des neuromédiateurs. Et bien, une des causes de la tolérance, c'est qu'en fait, il y a une suractivation de cette adénylate cyclase avec une hausse d'AMP cyclique, une activation d'une protéine kinase A et des calcium phosphorylés qui vont augmenter l'influx de calcium dans la cellule, ce qui va favoriser l'exocytose, la sécrétion des médiateurs responsables de la transmission de la douleur, donc la substance P et le glutamate. Autre cause, c'est la désensibilisation des récepteurs mu. Et en fait, c'est un peu lié, puisque on comprend bien que si les récepteurs mu agissent notamment en diminuant l'influx de calcium au niveau de la terminaison nerveuse, et que parallèlement à l'usage des opiacés, on a une augmentation de l'influx de calcium dans la terminaison nerveuse, et bien on comprend bien que le mécanisme de couplage de l'opiacé au récepteur mu sera moins efficace. Donc on aura une perte d'effet. Et puis le troisième mécanisme de la tolérance, c'est la downregulation des récepteurs mu, c'est-à-dire une diminution du nombre des récepteurs. Et donc comme les récepteurs seront moins nombreux, et que l'effet, en tout cas jusqu'à un certain point, est proportionnel au nombre de récepteurs stimulés par leur ligand, eh bien s'il y a moins de récepteurs, l'effet sera moins important. Alors autre chose donc, que l'on peut voir, c'est le syndrome de sevrage, donc, qui va apparaître quelques heures après l'arrêt brutal d'un traitement prolongé ou après administration d'un antagoniste. Alors ça va débuter par des bâillements, des sueurs, une midriase des rhinorrhées, puis après il y aura des effets indésirables, enfin des effets beaucoup plus intenses avec une agitation, des insomnies, des tremblements, des myocolies, des douleurs musculaires, des bouffées de chaleur, une anorexie, des vomissements, des diarrhées, etc. Enfin tout un tableau qui signe le syndrome de sevrage. Alors dans le tableau pharmacocinétique, je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous le regarderez dans le référentiel qui est à votre disposition, les demi-vies des molécules sont assez courtes. Vous voyez que le syndrome de sevrage il va durer 5 à 10 jours selon les molécules, donc ce n'est pas lié à la rémanence de la molécule dans l'organisme après son arrêt, c'est vraiment lié à une modification du fonctionnement des récepteurs en cours de traitement. Le surdosage, voire l'overdose chez les patients toxicomanes, ça va débuter par une somnolence, puis une dépression respiratoire, le myosis, l'hypotension, le coma, l'hypothermie. Donc là, clairement, c'est une situation gravissime. Il faut que le patient soit transféré en réanimation et administrer un agoniste, donc soit l'analoxone, soit l'analorphine, pour antagoniser très rapidement les effets du surdosage. Alors pour la femme enceinte qui souffre de douleurs intenses, eh bien, ce qu'il faut privilégier, c'est la morphine, que l'on peut utiliser tout au long de la grossesse. Alors, il faut juste faire attention à 2 choses. Si le traitement est prolongé jusqu'à l'accouchement, on va avoir un syndrome de sevrage néonatal, donc qui va se manifester par une irritabilité du bébé, une hypertonie, des trémulations, des cris aigus. Et si la maman a reçu des fortes doses pendant ou juste avant l'accouchement, on peut avoir également une détresse respiratoire du nouveau-né. Donc ça c'est important, ça veut dire qu'une femme enceinte sous opiacés devra accoucher dans un hôpital qui possède une structure adaptée pour la prise en charge du nouveau-né. Alors, après les opiacés forts, on a les opiacés faibles qui sont donc indiqués dans les douleurs de palier 2 selon l'OMS, mais qui peuvent être aussi administrés dans les douleurs de palier 1 qui ne sont pas sensibles aux antalgiques périphériques. Ces molécules sont essentiellement des agonistes partiels ou des agonistes antagonistes des récepteurs morphiniques. Donc vous avez le tableau ici qui vous indique un peu le comportement des principaux opiacés faibles. Pardon.
Alors il y a un petit cas particulier, c'est le tramadol qui, en plus d'agir sur les récepteurs opiacés, inhibe la recapture de la sérotonine. Donc ça, c'est intéressant. Vous vous rappelez qu'au niveau des voies du rétrocontrôle négatif, c'est la sérotonine qui sert à stimuler l'interneurone qui va ensuite inhiber la transmission du signal nerveux. Donc en inhibant sa recapture dans la fente synaptique, on stimule la transmission sérotoninergique à ce niveau-là. Et puis les opiacés faibles sont aussi utilisés, eux, parfois en première intention, à visée antitussive. Alors c'est le cas de la codéine, mais c'est surtout le cas de la folcodine qui n'est utilisée que comme antitussive désormais. Alors sur le plan pharmacocinétique, pareil, ce sont des molécules qui sont métabolisées par voie hépatique. Donc là encore, attention, en cas de co-administration avec un médicament qui va induire le métabolisme de ces molécules. Alors les effets indésirables, ce sont un peu les mêmes, sauf qu'ils sont beaucoup moins intenses. Donc on peut quand même avoir une dépendance si l'administration de ces molécules est trop prolongée. Si ces molécules sont associées avec des agonistes purs, donc des opiacés forts, eh bien on peut avoir un risque de syndrome de sevrage. Encore une fois, pourquoi ? Parce que si l'agoniste, l'opiacé faible, a une plus forte affinité pour le récepteur que l'opiacé fort, eh bien il va rentrer en compétition au niveau des récepteurs, se fixer préférentiellement, et comme il exercera un effet plus faible que l'opiacé fort, eh bien on aura immédiatement un syndrome de sevrage. Et puis le tramadol, lui aussi, un peu comme la pétidine, peut entraîner des convulsions. Donc les effets indésirables, voilà comment ils se répartissent. Donc entre la somnolence, aussi la dépression respiratoire, les constipations, nausées, vomissements. On peut juste noter aussi que pour les nouveau-nés, si la maman reçoit de la nalbuphine au moment de l'accouchement, on va avoir une dépression respiratoire du nouveau-né. Donc les situations à risque, là aussi on aura l'insuffisance respiratoire sévère, qui pourra être majorée par les opiacés faibles. L'insuffisance rénale ou hépatique, là encore pour des questions pharmacocinétiques, d'augmentation de l'exposition aux molécules. L'épilepsie non contrôlée, donc là le tramadol pourra l'aggraver, donc le tramadol sera à proscrire chez ces patients. Et puis il faut aussi faire attention aux patients qui sont à risque de dépendance médicamenteuse, donc qui ont un historique d'usage récréatif de ces molécules avant de leur prescrire ces médicaments-là, puisqu'ils auront peut-être tendance à les utiliser à nouveau dans un but autre que thérapeutique. Alors pour la femme enceinte, pour les douleurs de palier 2, la molécule à privilégier, c'est la codéine. Alors, sachant qu'on peut avoir aussi un certain nombre de sevrages du nouveau-né si la maman a reçu des doses élevées, voire suprathérapeutiques au cours de la grossesse. Donc là aussi, faire en sorte qu'il y ait une structure de prise en charge du nouveau-né dans ce contexte-là. Et puis, il faut éviter la nalbuphine au moment de l'accouchement, puisque là, on aura une détresse respiratoire du nouveau-né. Alors, voyons maintenant les antalgiques non opiacés ou antalgiques dits périphériques. Là, encore une fois, ils ne sont pas tous périphériques. On a le néfopin qui a une action centrale. Donc ces antalgiques non opiacés sont liés aux douleurs vraiment les plus légères, donc les douleurs de palier 1 selon l'OMS. Donc on a le néfopin, le paracétamol, l'aspirine et les autres AINS. Donc comme vous le savez déjà, le paracétamol, l'aspirine et autres AINS sont antipyrétiques. Et puis l'aspirine et les AINS sont anti-inflammatoires et anti-agrégants plaquettaires, sauf les coxibes, qui eux ne sont pas anti-agrégants plaquettaires. Alors commençons par le paracétamol. Donc son mécanisme d'action antalgique n'est pas élucidé à ce jour. Il est antipyrétique via un effet sur l'hypothalamus, et c'est vraiment la molécule de choix chez la femme enceinte et le nourrisson. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Alors la pharmacocinétique du paracétamol, elle est aussi importante à connaître, en raison de sa toxicité en fait. Alors, voici le schéma du métabolisme du paracétamol que vous avez ici, qui a deux voies préférentielles de métabolisme qui sont la glucuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Et si jamais on ingère une dose trop importante de paracétamol, ces deux voies sont saturées et il y a une troisième voie qui intervient, qui est une oxydation par un cytochrome P450, le 2E1, où on obtient ce métabolite qui est le métabolite N-acétyl-parabenzoquinonimine, qui est hépatotoxique, en fait qui est très réactif et en fait qui va former des liaisons covalentes avec les protéines du foie, donc, qui va donc se lier de façon irréversible aux protéines du foie, et qui va entraîner donc une nécrose hépatocellulaire. Enfin, une nécrose hépatique avec une insuffisance hépatocellulaire. Et chose aussi importante à connaître, c'est que ce métabolite peut à son tour être métabolisé, donc on dit détoxifié, par conjugaison avec le glutathion. Donc voilà ce que je viens de dire. Donc ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la dose
nécessaire pour produire ce métabolite toxique en principe est très importante. Donc en principe, on n'a pas accès à ce type de dose à partir d'une boîte de paracétamol. Donc c'est une intoxication qu'on voit surtout dans les pays anglo-saxons, parce que là, ils ont accès à des boîtes de paracétamol beaucoup plus importantes avec des dizaines de grammes de paracétamol, donc c'est plus facile d'accès. Autre chose, donc je vous ai dit que le métabolite était détoxifié par le glutathion. Eh bien, ça explique pourquoi en antidote, on utilise la N-acétylcystéine, donc c'est le mucomyste, parce qu'il va recompléter les stocks de glutathion au niveau hépatique. Donc ces stocks sont très faibles, ils sont très vite épuisés, donc on va les recompléter en donnant du mucomyste pour permettre l'élimination du métabolite réactif. Alors une chose que vous connaîtrez bien quand vous prendrez des gardes aux urgences, et si vous voyez débarquer un patient avec une suspicion d'intoxication au paracétamol, c'est le diagramme de Prescott qui indique les zones de danger en fonction de la paracétamolémie qui est sur l'axe des ordonnées et le délai depuis l'ingestion. Et donc donc vous faites mesurer la concentration de paracétamol par le laboratoire de garde. Si c'est une concentration qui est ici en dessous de cette zone, a priori pas de danger de toxicité. Si la concentration est au-dessus de cette zone-là, et bien là par contre, forte probabilité de toxicité hépatique. Alors dans ce contexte d'urgence, il faut reconnaître qu'on connaît rarement l'heure à laquelle le patient a ingéré les médicaments toxiques. Donc il y a une autre façon de faire, c'est qu'en fait la demi-vie du paracétamol est courte, elle est normalement inférieure à 3 heures. Et donc une des façons de faire, c'est de voir si la demi-vie du paracétamol est supérieure ou inférieure à 4 heures. Le cut-off a été mis à 4 heures. Donc pour faire ça, on fait 2 prélèvements à 4 heures d'intervalle. Et si le deuxième prélèvement correspond à une concentration de paracétamol qui a diminué de plus de la moitié par rapport au premier, c'est que la demi-vie est inférieure à 4 heures. Donc en principe, pas d'altération des fonctions hépatiques, donc pas de toxicité. Et puis si la concentration du second prélèvement est égale à plus de la moitié de la concentration du premier, donc c'est que la demi-vie est supérieure à 4 heures, donc peut-être là, altération des fonctions hépatiques, et donc nécessité d'administrer l'antidote. Donc bien sûr, après, il faudra compléter ça avec les bilans biochimiques pour vérifier l'état de la fonction hépatique. Alors l'aspirine et les AINS, donc vous voyez, il y a tout un tas de familles d'AINS, des pyrazolés, des phénomènes, des oxycants, bon, c'est pas à retenir. La classe un peu particulière sont les coxibes. Alors pourquoi? Donc je vais prendre ce schéma-là. Donc les AINS agissent en inhibant la cyclooxygénase. Il y en a 2 types, la 1 et la 2. La COX-1, elle est constitutive, donc elle participe aux fonctions physiologiques, en synthétisant par exemple des prostaglandines qui interviennent dans la cytoprotection de la muqueuse stomacale contre l'acidité gastrique, ou qui interviennent également en maintenant le débit sanguin rénal. La COX-1 va aussi participer à la production de thromboxane A2, qui lui intervient dans l'agrégation plaquettaire et la vasoconstriction, alors que la COX-2, elle est plutôt induite par des processus inflammatoires, et elle va entraîner la synthèse de prostaglandines liées à l'inflammation, donc ces fameuses et à la douleur, donc ces prostaglandines qui vont stimuler TRPV1, dont on a parlé en début du cours, et puis elle va aussi induire la synthèse d'enzymes, comme de protéases, qui vont donc participer à l'inflammation, et également à la synthèse de radicaux libres, qui participent également à l'inflammation, à la mort cellulaire. Donc les COX-2, en principe, sont spécifiques de cette cyclooxygénase de type 2, alors que les autres AINS, comme l'aspirine, eux, ne sont pas spécifiques et inhibent les 2 cyclooxygénases. Alors en termes de pharmacocinétique, donc les INS sont essentiellement éliminés par voie hépatique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'aspirine, elle, qui est l'acide acétylsalicylique, est hydrolysé en acide salicylique, qui lui sera éliminé par voie rénale. Et une façon d'augmenter de façon importante la clairance de l'aspirine, c'est d'alcaliniser les urines, ce qui va vraiment augmenter l'élimination urinaire de ce produit. Alors, les effets indésirables fréquents de l'aspirine, alors la plupart sont peu graves, hein, on a des nausées, des vomissements, des douleurs épigastriques, une augmentation du temps de saignement, une hyperpnée, et puis on en a des graves, qui sont l'ulcère gastrique, et ça peut aller jusqu'à l'hémorragie digestive, et là c'est pour les traitements prolongés à forte dose qu'il faut essayer d'éviter. Alors on a également d'autres effets indésirables graves, mais qui sont
heureusement beaucoup plus rares. On peut avoir des réactions allergiques, bon ça c'est avec tous les médicaments. On peut favoriser l'apparition de l'asthme, donc ça c'est lié, l'aspirine va avoir un effet de bronchoconstriction. Et puis en fait en inhibant les COX, elle va plutôt favoriser la synthèse de leucotriène qui favorise l'hyperactivité bronchique et les réactions allergiques. On va avoir une diminution du taux de prothrombine. On peut avoir des hépatites médicamenteuses, donc là aussi c'est avec pas mal de classes de médicaments. Des anémies fériprives qui sont liées à des saignements qu'on ne voit pas forcément. On part par exemple du principe qu'un patient qui reçoit des doses importantes d'aspirine va perdre plusieurs millilitres de sang dans les selles chaque jour. On peut avoir des troubles neurologiques. Et puis, donc extrêmement grave, chez les enfants atteints de certaines infections virales, comme la varicelle par exemple, on peut avoir un syndrome de Reille avec une atteinte neurologique, une atteinte hépatique. Il y a un autre AINS qui va un peu défrayer la chronique il y a une dizaine d'années dans ce contexte-là, c'est l'ibuprofène, puisqu'il y avait quelques données qui avaient indiqué qu'en cas d'infection virale et là encore de varicelle, eh bien, on peut avoir des cas de fascite nécrosante. Donc c'est pour ça qu'on évite les INS chez les enfants qui ont un syndrome un peu grippal, avec de la fièvre, qu'on va plutôt administrer du paracétamol. Alors en cas d'intoxication aiguë à l'aspirine, donc là encore c'est quelque chose qui est plutôt fréquent dans les pays anglo-saxons plutôt que chez nous, on va avoir une alcalose respiratoire suivie d'une acidose métabolique, et puis ensuite on va aller jusqu'au collapsus cardiovasculaire, l'insuffisance respiratoire et le coma. Donc là la prise en charge, ça va être si on arrive de façon suffisamment précoce, le charbon actif, hein, si on pense que tout n'a pas été absorbé au niveau du tube digestif. Mais après évidemment le contrôle acido-basique sera une phase majeure de la prise en charge du patient. La diurèse alcaline pour éliminer l'aspirine, et puis la dialyse, s'il y a lieu, pour épurer au maximum l'organisme des molécules. Alors ça c'est très important. Donc je vous ai dit tout à l'heure que la molécule antalgique périphérique de choix c'était le paracétamol, chez la femme enceinte et le nouveau-né. Mais il faut vraiment bien savoir qu'il faut proscrire l'aspirine chez la femme enceinte, en tout cas à dose anti-inflammatoire, donc supérieure à 500 mg par jour, qu'il faut absolument ne pas donner à partir du 6e mois de grossesse, même en dose unique et même en dose ponctuelle, parce que ça a des effets catastrophiques chez le fœtus. Mais par l'inhibition de la synthèse des prostaglandines au niveau fœtal, on va avoir une constriction partielle, voire totale du canal artériel, ce qui va entraîner une insuffisance cardiaque, une atteinte de l'arbre vasculaire pulmonaire. Et puis au niveau rénal, eh bien, vous savez que les prostaglandines interviennent dans le maintien du débit sanguin rénal. Eh bien, si on inhibe leur synthèse, on va avoir une oligo-une qui va entraîner un oligo ou un anamnios. Donc, à partir du 6e mois, il faut bannir l'aspirine à dose anti-inflammatoire chez la femme enceinte. Le traitement est possible aux doses anti-agrégantes plaquettaires qui sont beaucoup plus faibles. Et avant le 6e mois, on peut, de façon ponctuelle, utiliser l'aspirine à dose anti-inflammatoire. Mais encore une fois, il faut vraiment, vraiment privilégier le paracétamol. Alors les coxibes, un petit mot sur les coxibes, parce que donc cette fameuse classe d'INS qui est spécifique en principe de la COX-2, eh bien en fait, ils ont quand même, on pensait qu'ils allaient être mieux tolérés que les INS, notamment au niveau digestif. Eh bien pas de chance, ils ont à peu près le même profil de tolérance digestive que les INS. Et en plus, ils sont associés à un risque de pathologie cardiovasculaire augmenté par rapport aux autres INS. Alors pourquoi? Donc là, ce sont des théories. Par exemple, au niveau vasculaire endothélial, les coxibes seraient associés à une perte de contrôle de l'activation plaquettaire, ce qui augmenterait le risque de thrombose et donc d'accident ischémique. Au niveau des cardiomyocytes, on aurait une diminution de la protection de ces cardiomyocytes vis-à-vis des petites arythmies ou du stress oxydatif. Et au niveau du rein, les coxibes entraînent une diminution de l'élimination du sodium et de l'eau, et donc on a une augmentation de la volémie, et donc une augmentation de la tension artérielle. Et donc la conjonction de ces trois phénomènes serait la cause pour laquelle les coxibes sont associés à un risque d'accident cardiovasculaire plus élevé qu'avec les INS classiques. Alors le petit cas particulier, le néfopam, donc l'analgésique pour les douleurs de palier 1, mais qui n'est pas périphérique, qui agit au niveau central, eh bien, il agit en inhibant la recapture de la sérotonine, hein, vous vous rappelez, c'est par ce biais-là qu'on stimule l'interneurone qui va inhiber la transmission de l'influx nerveux et de la transmission du signal douloureux.
Donc ce néfopan est indiqué dans le traitement symptomatique des affections douloureuses aiguës et post-opératoires. Là, en termes de pharmacocinétique, il est éliminé par voie métabolique, donc là encore attention aux interactions avec les médicaments inducteurs. Les effets indésirables, on a la somnolence, les nausées, l'hyperhidrose, donc ça c'est le fait de beaucoup transpirer, des vertiges, une tachycardie, rétention urinaire, une bouche sèche, donc ça, vous avez déjà entendu parler de ça, ce sont des effets atropiniques. Et ça c'est un classique, en fait les molécules qui stimulent la transmission sérotoninergique ont en général des effets indésirables anticholinergiques, parce qu'il y a une balance entre les systèmes sérotoninergiques et cholinergiques au niveau du système nerveux central. Et puis en effet indésirable plus grave, on a une excitabilité, des hallucinations, des convulsions et une pharmacodépendance. Alors voyons pour terminer les molécules que l'on donne dans les douleurs neuropathiques. Donc il y a un opiacé faible tramadol qui est administré dans ce contexte-là. Alors c'est pas pour son action sur les récepteurs opioïdes, c'est par son côté inhibition de la recapture de la sérotonine qu'il est intéressant dans les douleurs neuropathiques. On va donner également des antiépileptiques, la prégabaline, la gabapentine et les clonazepam. On va donner de la mitriptyline, qui est un antidépresseur tricyclique, et puis la fameuse capsaïcine, qui est le principe actif des piments. Alors, en termes de mécanisme d'action, donc le clonazepam, lui, agit en stimulant la voie GABAergique, qui est une voie inhibitrice, on l'a vu tout à l'heure. La prégabaline et la gabapentine vont inhiber des canaux calciques, voltage dépendants, présynaptiques, des voies excitatrices, donc ça va encore une fois diminuer l'influx de calcium au niveau présynaptique et donc inhiber l'exocytose des neurotransmetteurs excitateurs comme donc substance P et glutamate. La mitriptyline agit en inhibant la recapture de la sérotonine, en tout cas vis-à-vis de son effet dans les douleurs neuropathiques. Et la capsaïcine, comme je l'ai dit en début du cours, agit en stimulant de façon prolongée le canal TRPV1, ce qui va entraîner une désensibilisation de ce canal et donc la cessation de la transmission du signal douloureux. Alors, en termes de pharmacocinétique, la prégabaline et la gabapentine sont éliminées par voie rénale. Les autres, clonazepam, amitriptyline, par voie hépatique. Donc là, potentielle interaction médicamenteuse également. La capsaïcine, ce n'est pas très important, c'est administré sous forme de patch que l'on applique sur la peau. Alors, les effets indésirables, donc le catalogue, c'est donc pour clonazepam et les antiépileptiques, on a toujours une altération de la conscience, une somnolence. Pour clonazepam, on a aussi une hypotonie musculaire. Pour la prégabaline et la gabapentine, on va avoir d'autres effets type parfois des leucopénies, des infections virales, des nausées, des vomissements, des troubles de l'appétit, atteinte cutanée, etc. La mitriptyline, donc, qui inhibe la recapture de la sérotonine, encore une fois, va avoir des effets anticholinergiques, comme pour le néfopam, c'est un classique, donc les sécheresses de la bouche, la constipation, les troubles de l'accommodation, la tachycardie, rétention urinaire. On va voir des effets antihistaminiques avec la somnolence et la sédation. Et puis ce qui est important aussi, c'est les intoxications volontaires au tricyclique qui sont extrêmement graves avec une toxicité cardiaque majeure. Et donc là, il faut vraiment envoyer le patient en réanimation. La capsaïcine, via localement au niveau de sa zone d'application, va entraîner des sensations de brûlure, de prurite, de douleur, un érythème et de façon transitoire. Alors, pour ces molécules qui s'administrent par voie, et notamment surtout pour les antiépileptiques, une façon d'améliorer la tolérance, c'est de débuter le traitement à petite dose et de l'augmenter progressivement jusqu'à la dose recommandée. En faisant ça, on améliore la tolérance au traitement, qui sera beaucoup mieux tolérée que si on attaque directement par la dose recommandée. Donc ça c'est quelque chose qui est connu avec beaucoup de médicaments du système nerveux central et notamment les antiépileptiques. Alors pour finir, chez la femme enceinte, donc les molécules à privilégier pour ces douleurs neuropathiques, ce seront la gabapentine et la mitriptyline qu'on peut utiliser quel que soit le terme de la grossesse. Pour le tramadol, on peut l'utiliser aussi, mais s'il est utilisé jusqu'au moment de l'accouchement, on va avoir un syndrome de sevrage du nouveau-né, donc prise en charge là aussi spécialisée du nouveau-né. La prégabaline, les données sont plutôt rassurantes, mais on a beaucoup moins de recul. Donc, là encore, plutôt privilégier les molécules qu'on maîtrise bien, donc la mitriptyline et la gabapentine. Eh bien, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention.